puisqu'en fait on va parler du fusil en neuf, du fusil modèle 1777 corrigé en neuf, mais on va en parler un petit peu au regard de la science moderne. D'accord, oui. Au regard de la science moderne et au regard des travaux de laboratoire que j'ai eu le plaisir de faire à Bruxelles, à l'École royale militaire. Donc, dans un premier temps, bien évidemment, je vais quand même vous parler du fusil en neuf. Voilà, alors c'est l'empereur qui lui-même disait que c'est l'arme la plus redoutable qu'a inventé les hommes. Donc, j'invente rien. Et surtout, j'ai une bonne référence. Alors, le vrai nom, c'est le fusil 1777. Ça, c'est le premier. Après ça, je vous parlerai de la balle de 18 à la livre et ses descendantes, puisque c'est un peu plus compliqué que ça. L'emploi de ce fusil, les effets qu'il peut avoir, en particulier dans le corps humain, et je terminerai par les travaux de laboratoire qu'on a pu faire donc l'année dernière. Alors le fusil modèle 77, comme son nom l'indique, il date de 1777, mais il remonte en fait à beaucoup plus longtemps que ça. Alors ça c'est une... désolé pour cet effet Larsen. Ça c'est une... Ouais. C'est une pièce tout à fait... qui a été trouvée sur pas une scène de crime malheureusement, mais sur une scène de suicide. Hein, c'était un jeune homme qui s'est suicidé avec ce fusil en neuf, qu'on a donc mis au musée du laboratoire de police scientifique, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Je ne vais pas vous montrer les photos des dégâts, puisque c'était tout à fait considérable, et je ne veux pas heurter, et par respect du patient, et je ne veux pas heurter vos sensibilités, c'est bien évident. Toujours est-il que c'est une arme à canon lisse. Hein, vous savez que maintenant la majorité des armes à feu sont des armes à canon rayé, pour stabiliser la balle. C'est une mise à feu à silex. Alors ça a des conséquences logistiques, puisque par exemple une armée de l'Empire se promenait, si j'ose dire, avec 204 000 silex de rechange. Un silex, ça durait à peu près 50 coups. Donc au bout de 50 coups, il fallait changer le silex, et il en fallait quelques-uns. Hein. Et la petite ville de Meun, je crois que c'est dans le Loir-et-Cher, a été considérée comme un endroit tout à fait stratégique et parfaitement confidentiel défense, puisque c'est là qu'on extrayait les silex, et c'est là surtout qu'on les taillait. Et la taille de silex était un savoir-faire tout à fait confidentiel. La poudre noire, bon ça bien évidemment c'est des armes à poudre noire, là je ne vais pas m'étendre sur la poudre, je pense que vous en savez autant que moi. C'est une arme, comme vous avez pu voir, qui n'a pas de hausse, donc pour viser, soit on mettait le pouce comme ça, soit on le levait, et ça permettait d'avoir une petite hausse, mais donc la précision, on va reparler de la précision, était tout à fait aléatoire. C'est une arme très encombrante, mais c'est fait exprès, hein, c'est une arme qui est longue, et la tradition des armes longues, au sens distance, va perdurer jusqu'à la guerre de 14, et le fusil belge sera long volontairement, de manière à pouvoir faire de l'escrime à baïonnette, même si en fait on en a très très peu fait, et surtout de pouvoir tirer sur 3 rangs, hein, de manière à ce qu'on ne se tire pas les uns dans les autres sur les rangs. Là aussi, je vais vous en parler tout à l'heure à propos de Dominique Claret. C'est une arme qui est lourde, il faut quand même se travailler avec 5 kg sur soi. Vous savez maintenant un fusil d'assaut, en gros, c'est 3,5 kg. Alors, le fusil de l'Empire, comme beaucoup de choses dans l'Empire, est un héritage de l'Ancien Régime. C'est le premier fusil réglementaire français, c'est-à-dire le premier fusil qui a donné lieu à un règlement. Hein. Donc, en 1717, le roi retire aux frères Titon le privilège de faire des armes à feu et estime que maintenant c'est l'État qui va prendre ça en charge, d'abord parce que ça coûte beaucoup d'argent, et donc décrète la création d'un fusil, j'allais dire randomisé, enfin d'un fusil normalisé. Ce sera plus ou moins vrai. Ça ne commencera à être vrai qu'à partir du moment où Gribeauval, Jean Vaquette de Gribeauval, va normaliser vraiment le fusil à partir de 1777. Donc c'est vraiment celui-là qui va nous intéresser. Il a été corrigé, le vrai terme c'est pas modifié, c'est corrigé, je vous prie de m'excuser, en l'an 9. Donc en fait c'est un descendant direct du premier modèle. Il y a très peu de différence, hein, aucune différence balistique. C'est exactement la même chose. C'est des différences de détails, de la platine, tout ça sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. D'abord parce que je pense que la majorité d'entre vous en savent beaucoup plus que moi, et d'autre part parce que c'est pas forcément fondamental quant à ses effets. Et alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette arme va avoir un continuum jusqu'en 1870. C'est-à-dire que les communards, pendant la commune, vont se battre avec des fusils modèle 1867, qui auront une culasse, mais qui seront les lointains descendants du fusil 1717. Donc pendant plus d'un siècle et demi, on va se battre quasiment avec la même arme. Entre-temps, on aura mis une mise à feu à capsule à la place du silex, on aura rayé les canons à l'intérieur, mais fondamentalement, c'est exactement la même chose. Ça prouve un petit peu la qualité des forges et des aciers qu'on pouvait faire à l'époque. Et je pense que c'est pas extrapolé de dire que le fusil de chasse actuel, en termes de calibre, c'est toujours la même chose. On est toujours dans du fusil
de calibre 12, qui est le fusil en neuf. Voilà. Donc finalement, vous voyez, ceux qui sont chasseurs, vous restez dans comment dirais-je, dans une aura impériale. Alors les performances de cette arme. Vitesse initiale 400 mètres secondes. Alors comme ça vous ne dites peut-être rien, mais on va comparer. La vitesse initiale d'un pistolet semi-automatique Colt, pour ceux qui ont donc le Colt 45 des GI pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est 240 mètres secondes. La vitesse initiale d'une Kalachnikov, c'est 720 mètres secondes. Vous voyez, on n'est pas dans une arme qui est lente, hein. On a 400 mètres secondes, ça claque quand même pas mal. Hein. Avec ce bémol, on va en parler tout à l'heure, que la vitesse va s'épuiser assez rapidement. Alors, une des surprises qu'on a eues quand on a travaillé à Bruxelles avec nos amis belges, c'est que plus on tasse la poudre avec la baguette et on met la balle après. Plus on tasse la poudre, plus la vitesse initiale est importante. C'est-à-dire qu'on part de 400 mètres secondes, un coup de baguette, et on arrive à 480 mètres secondes à 3 coups de baguette. C'est pour ça que, en règle générale, je pense que les soldats n'avaient pas tendance à beaucoup tasser la poudre, parce que plus ça allait vite, plus il y avait de recul, et plus il se faisait mal avec la clavicule. Là aussi, on va en parler. Alors, la précision, elle est totalement aléatoire. Hein. Donc, on va reparler. Hein. La cadence de tir, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on a pu faire par ailleurs. Après, c'est qu'on est à peu près à 2 coups minutes, pour des troupes qui sont bien entraînées. Hein. On arrive, les grenadiers de Frédéric II, l'empereur le roi de Prusse, lui arrivait à la cadence phénoménale de 4 coups minutes, au détriment de la précision. Donc le calibre CU-18, qu'est-ce que ça veut dire 18 à la livre? Eh bien 18, ça veut dire qu'avec une livre de plomb, une livre de Paris, hein, qui n'est pas la même que la livre de Turin, ou qui n'est pas la même que la livre de Londres, c'est un peu plus compliqué, avec une livre de plomb, on peut faire 18 balles. Alors, donc ça correspond en gros à un calibre du canon de 17,5 mm. Mais, alors, là je vous reparle un petit peu de la précision, c'est ce que disait De Guibert, un des grands stratèges du XVIIIe siècle, qui disait que les Prussiens, certes, ils tiraient vite, mais il n'y avait que le premier coup où ils visaient à peu près, après ça ils allaient tellement vite pour charger et tirer, qu'ils tiraient un peu n'importe comment. Voilà, donc ça c'est... La vitesse, on a parlé de la vitesse initiale qui effectivement, en sortie du canon, est 400 mètres secondes. Elle va très rapidement s'effondrer, pour arriver à une vitesse initiale de l'ordre de, alors je ne sais plus très bien, à 200 mètres, on est à 200 mètres secondes. En sachant que pour qu'une balle franchisse la peau, il faut qu'au moins elle fasse au moins 70 mètres secondes. Mais c'est une peau nue. Donc pour traverser la peau, plus les vêtements, et vous étiez épaissement habillés, si j'ose dire, hein, pour traverser on arrive, je pense, au-dessus de 200 mètres, les balles ne portent plus, elles touchent, elles font des hématomes, elles ne traversent plus la peau. Elles ne pénètrent plus. Donc déjà, ça vous donne un petit peu une idée des effets en premier lieu. Alors, le vent du canon. Le vent du canon, c'est tout le problème. C'est-à-dire que la balle a toujours un calibre plus petit que celui du canon, en gros d'1 millimètre. Et cette distance, cette différence d'épaisseur entre la balle et le canon s'appelle le vent du canon. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un vent du canon? Vous direz, ce serait beaucoup plus logique de faire des balles de la même taille. Le problème, c'est qu'on tire avec de la poudre noire, et que la poudre noire, ça encrasse très rapidement les canons. Voilà. La poudre noire encrasse les canons, et donc très rapidement, le canon il se rétrécit, et si on veut pouvoir continuer à tirer sans laver le canon tous les 5 coups, on est obligé d'avoir des balles qui sont plus petites. On est quand même obligé de laver le canon environ tous les 20 coups. Alors on nettoie le canon avec de l'eau, normalement. Quand on n'a pas d'eau, on pisse dedans. Hein, c'est ce qui se faisait sur le champ de bataille. Et après ça, on passe un chiffon gras, et hop, c'est reparti. Alors, on nettoie le canon tous les 20 coups. On change le silex tous les 50 coups. Oui, vous imaginez bien que la cadence de tir s'en ressent. Hein, on n'est pas du tout dans des armes automatiques. Alors voilà un dessin qui explique un peu ce qui se passe, et pourquoi la précision est très mauvaise. C'est que la balle, n'étant pas du même calibre que le canon, elle va faire une espèce de mouvement de sautillement dans le canon, et en sortie, elle va un peu où elle peut. Hein, ce qui fait qu'on a vraiment une précision tout à fait déplorable. Hein, je vais vous l'illustrer. D'autant plus que, comme à partir du début de la Révolution, les ateliers vont fabriquer de moindre qualité, les fusils seront de moins bonne qualité, les canons seront moins bien usinés, on va se contenter de balles de 20 à la livre, donc plus petites que les 18 à la livre, de manière à compenser un peu les irrégularités du canon. Et donc, on va avoir encore moins de précision, parce que plus le vent est important, plus le mouvement ondulatoire risque de l'être. Donc, on va diminuer le calibre.
On a une balle qui est une balle sphérique, ça je vous apprends rien. Sphérique, ça veut dire qu'elle a de mauvaise qualité aérodynamique. La sphère, c'est un très mauvais CX. Maintenant, on arrive à des balles qui ont des formes biogivales, de manière à bien pénétrer dans l'air. C'est un peu comme une voiture. Hein, si vous avez une voiture qui est ronde, elle passera moins bien qu'une Ferrari qui a un nez pointu. Elles sont en plomb nu. Pourquoi en plomb nu? Parce que c'est facile. Il faut imaginer que le soir, à la veillée, les soldats préparaient leurs cartouches du lendemain. Enfin, je caricature un peu, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit que 10 soldats, en 10 heures, arrivent à faire 800 cartouches. Ce qui est, bon, pas mal, mais bon. Donc, on prend une pince, on coule du plomb fondu dedans, on peut même couler... Alors, le plomb fondu, l'avantage du plomb fondu, c'est qu'on en trouve un peu partout. En 1830, les émeutiers vont faire fondre les gouttières à Paris pour se procurer des balles. C'est pratique. Et ils pilleront les librairies pour avoir du papier pour faire les cartouches. C'est une balle qui a un poids absolument considérable. Ça, on ne s'en rend pas bien compte, mais ça fait 27 grammes. Alors 27 grammes, comme ça ne vous parle pas beaucoup. Actuellement, la balle de FAMAS fait 3,5 grammes. Donc on est quasiment 10 fois plus légère. Une balle de mitrailleuse, actuellement, c'est 42 grammes. Donc on se rapproche quasiment de la balle de 12,7 avec ce projectile du canon en neuf. Ça a une conséquence, c'est-à-dire que c'est des balles qui, du fait de leur mauvaise qualité, pénètrent mal dans l'air. Elles ne vont pas non plus très bien pénétrer dans l'organisme humain. Sur les balles en cartouché, hein, depuis Gustave de Suède, les combattants ont des cartouches, donc elles sont toutes prêtes. Ils ne sont pas obligés d'avoir une poire à poudre. Ça a été au XVIe siècle. Alors on voit une balle de 18, donc ça c'est une balle qui a été trouvée à Toulon quand on a fait les travaux à l'Arsenal. Voilà, donc un bel objet, lourd. Alors bon, voilà, nous retenons beaucoup plus au frais qu'aujourd'hui, avec, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien le soldat remplir de poudre, et puis après ça, un coup de baguette, on met la balle, et on met la cartouche par-dessus pour bourrer, pour éviter que la cartouche ne tombe quand on baisse le canon, et on est parti pour tirer. Alors l'emploi, c'est un emploi de groupe. Hein. Il est très peu question, sous l'Empire, de tir personnalisé. C'est-à-dire que le soldat tire en tant que quasiment pièce d'artillerie. On tire pour briser une charge. Là, c'est la fameuse bataille des pyramides où les Mamelouks vont charger les carrés. Les carrés vont les massacrer parce qu'ils chargent comme ça avec enthousiasme, mais à chaque fois ils arrivent. Et comme il y a 3 rangs de tir, on arrive à faire un tir à peu près continu. Donc, là aussi, c'est pour ça qu'on a des balles très lourdes, c'est pour tuer les chevaux. À l'époque, on ne se bat pas seulement contre les hommes, le cheval est une machine de guerre, et il faut arriver à tuer les chevaux. Un cheval, ça doit faire 800 kg, il faut quand même le faire tomber. Alors là, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas vraiment mon propos, mais c'est juste pour vous montrer que c'est tirer au fusil à poudre noire, c'est extrêmement long, et ça demande surtout un entraînement extrêmement ardu. N'importe qui ne peut pas tirer rapidement. Il faut un drill, comme on dit actuellement, comme pour les Marines. C'est vraiment de l'entraînement fanatique. Donc voilà, on arrive à quelque chose de... Mais en faisant tout ça, c'est-à-dire tous ces mouvements, ils arrivent à tirer quand même 2 fois par minute. C'est pas mal. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de tir à tuer. C'est que la notion de viser quelqu'un pour le faire tomber, ça n'existe pas encore vraiment à l'époque, à quelques bémols près. C'est-à-dire qu'on tire dans le tas. Par exemple, à la bataille de Fontenoy, en 1745, les Anglais, après l'échange d'urbanité, même si les Anglais tiraient les premiers, les Anglais vont tirer à 30 mètres des rangs français. Premier coup, ils tuent 600 personnes. Alors, à 30 mètres, on ne peut pas rater sa cible. 30 mètres, c'est le fond de la salle. 30 mètres, si je tire, même si je ne vise personne, je vais quand même, il y a un rang de soldats en face de moi, je ne peux pas ne pas toucher. Mais c'est pas du tout comme on fait actuellement, un tir volontaire d'une personne sur une autre. On tire dans le tas, le tir est collectif, sauf pour les tirailleurs qui précèdent les lignes. Voilà, les tirailleurs, ils sont un peu plus libres de leur mouvement, et ils font un peu ce qu'ils veulent. Et pour la petite guerre, mais ça c'est pas vraiment le sujet, donc les histoires d'embuscade, mais c'est pas vraiment le mode de combat le plus fréquent. La seule visée qu'on ait, c'est en hauteur, et c'est pour ça que les soldats ont des grands chapeaux, ou des grands chapeaux, enfin ça dépend un petit peu des armées, pour essayer de dérégler le tir. C'est-à-dire que si on tire trop haut, on tire dans le chapeau au lieu de tirer dans la tête. On s'en sort comme ça. Autre donnée qu'on ne réalise pas forcément tout le temps, c'est la fumée. Au bout de 3 ou 4 salves, on ne voit plus rien sur le champ de bataille. C'est une des raisons pour lesquelles les uniformes sont colorés. C'est pour qu'on voit sur qui on tire. Alors,
il y a le tir des fusils, mais aussi le tir des canons. Bon, alors là, on va dire du mal de ce malheureux fusil, mais voilà. 1 million de cartouches tirées, Picard, qui est un auteur du début du XXe, estime que si on arrive à toucher une centaine de personnes, c'est déjà pas mal. Donc on en perd beaucoup. C'est pour ça qu'on en trouve un peu partout dans le sol. Anger, qui est un général anglais, lui, il est encore plus méchant. Il dit qu'à 200 mètres, on n'a jamais tué personne, volontairement en tout cas. L'accident est toujours possible, mais on n'a jamais tué personne avec un fusil en neuf. Enfin, ou un Brown Bess, puisque lui, il parlait plutôt du fusil anglais. Il disait que l'arc était plus précis que le fusil, et plus dangereux que le fusil. Pétain, quand il était colonel, quand il était donc à l'école d'infanterie, il disait que le fusil était quasiment plus dangereux pour le tireur que pour la victime, enfin que pour le visé, puisque ça faisait saigner du nez, ça cassait la clavicule, et qu'ils avaient des hématomes comme ça sur l'épaule, tellement c'était des armes puissantes. Alors, la tentation qu'avaient les soldats, c'était bien évidemment de saigner leur cartouche, c'est-à-dire qu'ils prenaient la cartouche, discrètement, ils en tomber un petit peu, ce qui fait qu'ils avaient une arme qui reculait moins, et qui, par conséquent, était beaucoup moins efficace, tirait beaucoup moins loin. Mais ça, c'était fréquent à faire, discrètement. Voilà. Alors, là, on va revenir sur un sujet qui m'est cher. À mes moments perdus, je suis expert près les tribunaux en balistique lésionnelle, et donc on va voir un peu qui a pu tuer ce malheureux Nelson, dont on a parlé tout à l'heure. Alors Nelson, vous savez, il a été tué à Trafalgar, c'est une juste punition. Hein, voilà. Alors la toile, c'est une toile qui est très connue, qui rend partiellement compte de ce que c'est qu'un combat naval, sauf que là, on ne voit pas la fumée. On ne voit pas la fumée, et comme c'est une toile, bien évidemment, on ne voit pas le mouvement. Donc, regarde, Nelson est sur le pont du Victory, on ne sait pas dans quelle position, il est touché, il s'effondre, et M. Beatty, qui est le chirurgien du bord, William Beatty, et Nelson a très bien compris ce qui s'est passé, lui c'est pas la première fois qu'il est blessé, il dit « Ah, M. Beatty, vous ne pouvez rien pour moi, je viens de me faire, il me reste pas beaucoup longtemps, pas très longtemps à vivre, je me suis pris un coup mon dos est traversé par un coup. » Alors on a la chance d'avoir récupéré la balle. Beatty, avec pas forcément très bon goût, en a fait un pendentif, hein, qui a offert après ça, que sa famille, à sa mort, a offert à la reine Victoria, et donc que j'ai eu la chance d'examiner dans les réserves du château de Windsor. Alors c'est une balle de 18, hein, elle fait 27 grammes, comme toutes les balles de 18. Il n'y a aucune trace de rayure, ce qui prouve qu'elle n'a pas été tirée par une carabine. Il y avait quelques carabines, hein, j'en ai pas parlé parce que le sujet est trop vaste, mais il y avait quelques carabines dont l'armée de terre ne voulait pas, pour de multiples raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, et comme l'armée de terre n'en voulait pas, ils les avaient refilées à la marine, en disant, vous allez voir, pour tirer sur les gabiers d'en face ou sur les hommes de barre, c'est vachement bien. Mais bon, voilà. Donc, alors on a longtemps pensé que c'était un matelot toulonnais, Guillemard, qui s'en est vanté, qui a dit, moi j'ai tué Nelson, je vais tirer dessus avec ma carabine de Versailles, du haut des vergues du redoutable. C'est pas possible, parce que dans ce cas-là, il y aurait eu une trace de rayure sur la balle. Donc c'est pas Guimard, c'est une balle perdue. Nelson n'a pas eu de chance, ou c'est la Providence qui a fait son œuvre. Alors voilà la relique qui est exposée au château de Windsor. On voit la balle là. Et ce qui est plus intéressant, c'est le dessin d'une boîte de chocolat que j'ai trouvé. On fait ce qu'on peut. Où on voit effectivement la balle, mais surtout on voit la ouate de l'uniforme et une partie du drap de la tunique de Nelson. Et des morceaux de dorure de ses épaulettes. Alors, la tunique est exposée il y a 2-3 ans aux Invalides, et on voit très bien le trou occasionné par la balle. Et donc, j'ai tenté une reconstitution anatomique. La balle est passée devant la clavicule, légèrement en arrière, a touché la 6e vertèbre dorsale, et est terminée juste sous l'omoplate. Alors, on a une lésion de la moelle qui de toute façon était mortelle, plus une hémorragie, il est mort en 4 heures. Et comme, bien évidemment, il fallait ramener à peu près intact, on l'a mis dans un tonneau de rhum, ou de brandy, je crois que c'est du brandy, et on l'a ramené en Angleterre. Il était un tout petit peu décomposé quand même fait arriver, et il n'a pas mis assez de brandy. Mais enfin, ils ont quand même pu l'autopsier, et c'est comme ça qu'on a pu savoir où était passée la balle. Les blessures, alors c'est des blessures un petit peu particulières. C'est pas des blessures par balle qu'on voit actuellement, avec des petits orifices. Vous voyez, c'est des très grosses balles, donc ça fait des très gros trous. Et comme ça fait des très gros trous, ça cicatrise très mal. Je vais remonter un peu le cours de l'histoire et m'intéresser à Vauban, Sébastien Leprest de Vauban, qui a été touché, je ne sais plus à quel siège, par une balle autrichienne, me semble-t-il, et qu'on a gardé la cicatrice toute sa vie. Voilà. Bon, maintenant, on aurait peut-être fait un peu de chirurgie esthétique, on aurait essayé de faire quelque chose,
Là, c'était pas l'époque, et on se retrouve donc tous les portraits du maréchal, il a cette lésion sur la joue gauche. Alors, j'espère que je ne pas vous effrayer. Voilà, ça c'est un suicide avec une balle à sanglier. On est dans le même calibre. Hein. On a exactement l'aspect d'un impact que pouvait avoir une balle de 18 à la livre. Donc cet aspect à l'emporte-pièce, j'en ai bien pire. Hein. J'ai été soft. Hein. Et avec la poudre autour, les traces de poudre. Hein. Voilà. Donc ça c'était un impact épigastrique qui a occasionné le décès par lésion de l'aorte. Voilà. Ça c'est typique des impacts de ce type de projectile, et donc ça explique leur mauvaise cicatrisation. Hein. Et les cicatrices qu'ils laissent. Donc les plaies à l'emporte-pièce, intéressant puisque ce sont des balles qui sont rondes, elles ont très souvent un trajet non rectiligne, c'est-à-dire que dans l'organisme, elles ont tendance à suivre les plans anatomiques, les aponevroses, les muscles, et on les retrouve des fois avec des endroits un petit peu inattendus. Quand je vous ai montré la blessure de Nelson, c'est pas du tout certain que le trajet a été rectiligne. Ça on ne peut pas savoir, il a fallu refaire une autopsie. Comme je vous ai dit précédemment, au-dessus de 200 mètres, très souvent la voie de pénétration, ce qui fait parler de balles mortes, ce qui fait aussi parler de vent du boulet. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'il y a des gens qui tombent, ils n'ont pas de pénétration et ils meurent quand même. Alors on s'est dit, c'est parce que l'air qui est devant la balle pousse et fait projectile. Bon, nous on veut bien, il n'y a aucune preuve physique de ça. Hein. C'est simplement lié au fait que il y a un enfoncement, comme quand vous donnez un coup de poing violent dans le ventre de quelqu'un, et si vous lui explosez le foie, il va mourir, et on ne verra pas forcément de cicatrices ou d'hématomes. Donc c'est ça le vent du boulet. On dit, il a été frôlé par une balle, et il est mort parce qu'il a été frôlé. Il a été frôlé, mais ça a quand même touché. Des gens qui ont été que frôlés, ils ne sont jamais morts. Autre légende urbaine, c'est le problème de la balle mâchée. Alors la balle mâchée, c'est relativement rare sous l'Empire. On en a beaucoup parlé au moment des émeutes de 1830 et 1848, parce qu'on a trouvé des balles qui avaient des formes complètement aberrantes, qui n'étaient pas rondes du tout, qui étaient dentelées, on a l'impression qu'on les avait mâchouillées. Alors d'abord, je vous invite à mâchouiller une balle en plomb, il faut une bonne mâchoire, et surtout, en fait, c'est juste des balles qui avaient heurté un mur, et qui étaient déformées. Le plomb, c'est très ductile, et donc ça subit un peu les contraintes extérieures, y compris sur les os, mais ça, les os, ils sont entrés, on les voit plus. Donc, après ça, c'est une légende urbaine. Des Fontenoy, on a commencé à dire, oui, les Anglais ou les Français sont des salauds. Peut-être, dans l'occurrence, c'était vrai des Anglais. Mais ils ont des balles mâchées, ils ont fait exprès. On disait même que les gardes suisses, en 1830, limaient leurs balles pour les rendre carrées, de manière à ce qu'elles fassent plus de dégâts. Non, c'est pas vrai. C'est simplement que c'est des balles qui ont été déformées. À partir du moment où elles sont déformées, effectivement, elles font beaucoup plus de dégâts qu'une balle ronde. Alors, on imagine que la forme, ça prend quasiment la forme d'un éclat d'obus, avec donc des risques beaucoup plus importants. Alors, je vais passer rapidement sur Dominique Larrey, d'abord parce qu'il est parmi nous, donc je lui laisserai la parole. Et surtout, je voudrais présenter un ou deux cas amusants. Alors, à la baguette. Là, c'est une histoire abominable. C'est des conscrits qui jouent avec leur fusil en rentrant de l'exercice, sauf qu'ils sont obligés de décharger le fusil. Il y en a un qui a la baguette, et l'autre, il vise son collègue, et bien évidemment, le coup part avec la baguette. Et la baguette se retrouve fichée dans l'os, comme ça, et ils ont essayé pendant une journée de tirer l'os, de tirer la baguette avec une pince. Bon, c'est pas venu, le patient est mort, et Dominique Larrey dit qu'on a peut-être bien fait de pas tirer la baguette, parce que bon, ça servait à rien, qu'on a peut-être plus se contenter de la couper au debout et de laisser voir ce qui se passait. Bon, de toute façon, il serait mort. Pour ceux que ça intéresse, le crâne est exposé au musée du Puy-Train à Paris, donc si c'est vraiment, il y a des pervers, vous pouvez aller regarder. Voilà l'histoire, donc, c'est tiré des mémoires de Larrey, le malheureux Christophe Cross. Mais des histoires, moi je travaille sur tous les traumatismes balistiques, des histoires de conscrits qui font les andouilles avec leur flingue, j'en ai jusqu'à maintenant. J'ai un cas de légionnaire il y a 6 mois, où c'est exactement la même chose, avec une baguette de fusil, de FAMAS en l'occurrence. Voilà. Alors, le grand mérite de Larrey, je pense, un de ses plus grands mérites, outre ses mérites chirurgicaux, c'est son courage. Parce que Larrey, au moment des batailles de Hülsen et du Bautzen, ça va être le seul à avoir le courage, j'allais dire autre chose, à avoir le courage de s'opposer à l'empereur, de dire non, effectivement, il y a eu 2000 plaies des mains, c'est pas forcément tous des automutilations. Il y a les courtisans de l'empereur étaient allés lui dire, sire, ces petits, c'était des Marie-Louise, ces petits Marie-Louise, c'est des lâches, c'est des couards, ils ont voulu se soustraire aux obligations en se tirant dans la main,
et en se faisant porter balle. Alors, l'arrêt, c'est la première expertise judiciaire, à ma connaissance, en balistique. L'arrêt réunit un conseil, pendant 3 jours, ils examinent 2600 cas, il y en a quelques-uns quand même, et ils finissent par statuer et dire « on peut rien dire », ce qui était la réponse la plus honnête. Il n'a pas dit « non, c'est pas vrai, ils sont pas là-dessus », mais il dit « on ne peut pas conclure ». Et l'empereur, qui était quand même un garçon intelligent, a refusé d'écouter les conseillers qui lui demandaient, il y a quand même des gens qui ont proposé une décimation des régiments. Donc on en est resté là, ils ont été épargnés, ils sont allés se faire tuer face à l'ennemi. Voilà. Mais ça, c'est un des grands, et ce problème d'automutilation va être prégnant jusqu'à la guerre de 14. Là, je pourrais aussi vous en parler longuement, mais c'est pas le sujet. Bon, là, j'ai vu que dans une des vitrines, il y avait cette rhinographie. Alors l'arrêt, il est retourné un petit peu après la chute de l'empereur. Il est un peu ostracisé, on l'a mis à l'hôpital du Gros Caillou, il est tranquille, donc il attend de s'occuper un petit peu de choses plus précises. Et donc il va faire un peu de chirurgie plus fine. Et là, on lui amène un suicidé, qui a, comme très souvent avec les fusils de gros calibre, très souvent les fusils font comme ça, il remonte, la balle passe sur la face et arrache tout. Là, en l'occurrence, c'est ça. Bon, il a réussi à faire quelque chose qui ressemblait à peu près à ce qu'il pouvait y avoir avant. Le résultat est pas mal, je ne sais pas exactement quelles ont été les suites, mais enfin bon, c'est honorable. Je vous ai parlé tout à l'heure de laboratoire, et donc on va passer au laboratoire. Voilà, comme ça, a priori, ça ne vous parle pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un bloc de gélatine. Alors la gélatine, c'est le simulant actuel qu'utilise l'OTAN pour comparer les projectiles entre eux. Alors j'ai eu la chance, donc c'est rare qu'ils travaillent avec des fusils en neuf. Maintenant, l'OTAN n'est plus vraiment concerné par ce genre d'armes, mais j'ai eu la chance d'aller donc au laboratoire de l'École royale militaire et de travailler avec les armes qui ont été prêtées par le musée royal de Bruxelles, et on a pu donc faire des tirs avec des armes d'époque, avec des munitions d'époque, qui ont été reconstituées. Et donc, je vous invite à regarder la vidéo, c'est très très rapide, c'est du 60 000 images secondes. Voilà, ça c'est une balle donc, de fusil en neuf qui pète dans un bloc de gélatine. Elle pète sur environ 40 cm, et si vous regardez bien, vous verrez qu'elle se déforme. Elle est hémisphérique, la face avant est complètement aplatie par le contact. Première vidéo. Non. Donc voilà la balle qui s'est déformée. Celle qui est la balle initiale, c'est celle-là. Elle est parfaitement sphérique. Voilà celle qu'on a retirée du bloc de gélatine, qui s'est aplatie. Alors elle s'est aplatie, elle a augmenté son diamètre, et donc le trou qu'elle fait est beaucoup plus important. Elle est freinée, c'est vrai, mais elle fait un beaucoup plus gros trou, et une destruction beaucoup plus importante de tissu. Et ça, c'est une balle qu'on avait trouvée sur des fouilles à Toulon, donc à peu près la même. Deuxième vidéo, même balle, c'est toujours du 18 à livre, mais tirée par un pistolet en 13, enfin quelque chose qui y ressemblait, en particulier. Donc, ce qui a l'intérêt de montrer ce que fait le pistolet, mais surtout ce qui a l'intérêt de montrer ce que fait le fusil à une distance supérieure, puisque la vitesse initiale est beaucoup moins importante. La vitesse initiale du pistolet, c'est 180 mètres secondes à peu près. La vitesse initiale du fusil, je vous rappelle, c'est 400 mètres secondes. Donc on a un comportement qui va être différent. Voilà. Ah, c'est la même munition, hein, mais la distance de tir est beaucoup plus longue. Hein. Là, on a équivalent de 150 mètres. C'est l'équivalent du tir d'un fusil à 150 mètres à peu près. Alors la balle ne s'est pas déformée. Elle a pénétré à peu près aussi longtemps. Mais alors, je vais maintenant vous donner presque la solution de l'énigme. Vous avez vu que c'est un comportement qui est très différent. Alors après ça, on fait des relevés. Ça, c'est pas très... Il y a deux composants dans les vidéos que je vous ai montrées, parce que c'est très joli. On voit une espèce de grosse bulle, et ça ne correspond pas forcément aux dégâts effectifs. On a une partie, la partie en noir, qui est effectivement détruite par la balle. Ça, tout ce qui est dans cette partie ne repoussera pas, ne cicatrisera pas. Il y a un trou, le trou est fait. En fonction de l'organe, ça se passe bien ou pas bien. Si vous tapez dans du muscle, bon, c'est embêtant. Si vous tapez dans du foie, c'est très très embêtant. Autour, donc cette cavité s'appelle la cavité permanente. Autour, on a ce qu'on appelle une cavité temporaire. Cavité temporaire qui avait déjà été décrite par Ambroise Paré, donc c'est pas récent. Hein. La cavité temporaire, c'est juste un étirement des tissus dû au passage de la balle. Cet étirement, c'est une zone de destruction potentielle. Soit en fonction de l'organe, ça peut occasionner des dégâts ou pas. Vous passez dans du poumon, le poumon, il est plein d'air, il va bouger un peu, il y aura peut-être un petit peu de sang, mais c'est tout. Vous passez dans du foie, le foie explose.
tous les organes aqueux, le foie, la rate, la vessie pleine, l'estomac plein, s'ils sont touchés par un projectile, ils vont exploser. Ou au moins avoir des très gros dégâts. Ce qui peut expliquer les pertes, par exemple à Fontenoy, le mec, il était à 30 mètres, ils se sont fumés à 30 mètres. Là, effectivement. Deuxième profil lésionnel, puisque ça s'appelle des profils lésionnels. Là, j'ai le pistolet, donc le fusil à 150 mètres. On a la même cavité temporaire, à peu de choses près, sauf que la balle a un diamètre qui est moins important, et une cavité temporaire qui est beaucoup moins élevée. Voilà. Donc, en gros, on peut arriver à reconstituer le type de blessure avec des moyens techniques de très haut niveau, que j'ai eu la chance d'avoir à ma disposition, ce qui peut nous donner, ce qui peut coller, et ce qui colle généralement parfaitement bien avec la description de l'arrêt, par exemple. L'arrêt, il écrivait des plaies, et on dit, ah oui, effectivement, là, le foie, il a pris parce qu'il était juste à côté du trajet de la balle. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et bien évidemment, vive l'empereur.